Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour les amis. Les amis, depuis quelques jours, Johnny Pacheco est au centre de toutes les critiques. Quand je dis critique, j'ai voulu ici vous dire que du côté du parti au pouvoir, il est traité d'un transfuge, traité de traître, et du côté du peuple ivoirien, Johnny Pacheco est un héros. Je ne vais pas revenir sur les 1001 vies de Johnny Pacheco dans l'arène politique en Côte d'Ivoire, son pays. Je vais seulement abonder dans le sens où il nous apprend qu'il y a des infidélités au sommet de l'État ivoirien. Sauf qu'en Afrique, nous avons toujours tout dans les livres, dans les écrits. Mais, faute de lecture, faute de connaissances, nous allons loin chercher. Ce que Johnny Pacheco est en train de dire actuellement et qui soulève tout le tollé national comme international n'est pas quelque chose qui n'est pas connu des sachants en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai eu à connaître le vieux Ben Soumaoro après la crise ivoirienne. Et Ben Soumaoro a laissé beaucoup d'écrits que nous avons repliqués sur notre journal. Il y a quelques années, ces écrits étaient lus en millions. Togolais de mon état, moi j'avais pensé qu'en Côte d'Ivoire, les gens prenaient sur eux de lire les enfants de leur pays qui ont fait l'histoire de la Côte d'Ivoire. Que nenni. Il est comme si en Côte d'Ivoire, tout ce qui vient de l'Ivoirien honnête est balayé d'un revers de la main et tout ce qui vient de l'Ivoirien malhonnête est hissé, magnifié. Aujourd'hui, j'ai voulu venir en renfort à Johnny Pacheco en vous lisant ce dernier. Si c'était en musique, on parlerait d'un opus. Si c'était en politique, on parlerait d'un bréviaire. Ce qui rend un peuple heureux. Sauf qu'ici, il s'agit bien d'un article de presse. Pour quelqu'un qui a connu les Ouattara, pour quelqu'un comme Ben Soumaoro, qui a créé avec Jenny Kobena le RDR, il va sans doute dire que les Ivoiriens font semblant de tirer à boulet rouge sur Johnny Pacheco pour la simple raison qu'ils veulent tirer sur lui. Sinon, tout ce que Johnny Pacheco a dit a été déjà dit il n'y a même pas encore 20 ans. Quand vous êtes paresseux en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, au Cameroun, en Guinée, au Tchad, au Mali, au Bénin, pour lire, ne serait-ce que prendre 15 minutes pour lire, je me fais ce devoir de vous lire ce que Ben Soumaoro a laissé sur les Ouattara avant de s'en aller. Le titre avait été changé par le journal, notre journal, et je vous lis ce que nous avions titré. Blonde, dangereuse, collectionneuse et tueuse d'hommes africains. L'histoire de Dominique et Alassane Ouattara en un clic. C'est comme cela on avait titré l'article. Je vous lis ce que Ben Soumaoro écrit sur les Ouattara. Il y a des histoires qu'on n'efface pas d'un revers de la main ou par une élection volée
avec la complicité de la communauté internationale. Président ou pas, Alassane Ouattara a commis dans ce pays des crimes. Sa femme aussi. Notre silence a facilité ces forfaits, mais notre mutisme ne pourra pas les absoudre de ces crimes pour lesquels ils devront tôt ou tard rendre des comptes. Tout cela commence avec les Fadiga, l'oncle et le neveu. Monsieur Foloro, l'époux légitime de Dominique Nouvien, se suicide par dépit lorsqu'il découvre que sa femme est la maîtresse de son patron, monsieur Vamoussa Bamba, alors directeur général de l'enseignement technique. En fait, Bamba Vamoussa n'était qu'un marchepied. Ce que visait la petite juive, c'était l'argent, et uniquement l'argent. Elle savait de sources certaines que Bamba Vamoussa était le neveu d'Abdoulaye Fadiga, premier gouverneur ivoirien de la BCAO, après avoir dirigé la caisse stable pendant de nombreuses années. Alors, qu'elle n'était qu'une petite secrétaire à l'ambassade du Canada à Abidjan, son but premier était de faire fortune. Son aspiration au pouvoir ne vient que plus tard, tout à fait par hasard. Et nous allons montrer maintenant. Contrairement à une certaine vérité répandue par les mauvaises langues d'Abidjan, ce n'est pas Vamoussa Bamba qui fait la passe à son oncle, mais bien la veuve joyeuse Dominique Foloro, qui s'agrippe à la chance de sa vie en mettant le grappin sur le tonton Abdoulaye Fadiga, qui ignorait tout des relations coupables de son neveu avec cette dame entreprenante. Comme chacun le sait dans ce pays, Abdoulaye Fadiga était pour tous un modèle. Et comme c'était un modèle, il a amené Dominique Foloro dans sa famille. Aman, avec la permission de sa première épouse, et procédé aux cérémonies nécessaires pour qu'elle devienne sa seconde épouse. Devant le respect que l'on devait à ce grand homme en Côte d'Ivoire et ailleurs, tout le monde s'est empressé de recourir d'un voile pudique et protecteur cette curieuse union. Mais Dominique Foloro, quoi qu'on dise, est une cartésienne. Pour des raisons évidentes, sa communauté ne peut s'accommoder d'une telle situation, alors qu'elle sait tout. Dominique Foloro met alors son premier plan diabolique en marche. L'un des deux hommes doit disparaître. Le sort désigné Abdoulaye Fadiga parce que un fait nouveau vient troubler l'ordre des choses. Au cours de ses nombreux voyages à Dakar, pour voir son homme, Dominique Foloro rencontre Alassane Ouattara, conseiller, vice-gouverneur, ami et petit frère d'Abdoulaye Fadiga. Faut-il parler de coup de foudre? Bien sûr que non. C'est une étincelle qui flambe dans sa tête. Au lieu d'emprunter un gouverneur aussi amoureux soit-il, il vaut mieux fabriquer celui qui peut mener loin. Alassane Dramane Ouattara a le profil. Dominique Foloro, la volonté politique et l'ambition. Abdoulaye Fadiga meurt subitement d'une cirrhose du foie alors qu'il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Les Fadiga constituent une grande et puissante famille en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est Alassane Dramane Ouattara, le petit Motsi, qui dirige les obsèques d'Abdoulaye Fadiga Aman. Aux grandes dames de tous ceux qui ont effectué le déplacement. Ce que les gens ne savaient pas alors, c'était que l'effronté, petit Burkinabé, avait déjà chaussé les bottes de son généreux patron.
Exit Abdoulaye Fadiga. Alassane Ouattara prend la place d'Abdoulaye Fadiga et l'aventure amoureuse et politique continue avec Dominique, qui devient maîtresse du jeu par un concours extraordinaire de circonstances. Elle vient de rencontrer Félix Houphouët-Boigny. Vamoussa Bamba est devenu ministre. Mais qu'est-ce qu'un ministre quand on vise le sommet et la fortune? Il faut effacer le passé dont on n'est pas fier. Vamoussa Bamba disparaît à son tour, frappé subitement par une cirrhose de foie. À ce stade, je peux affirmer deux choses. Vamoussa Bamba, non seulement est un bon musulman, mais il ne boit pas d'alcool. Ensuite, j'ai été choqué par la soudaineté de sa mort. Je lui parle vendredi au téléphone avant une mission qu'il devait effectuer à Paris. Et j'apprends le mardi suivant, à midi, que l'homme est décédé. À aucun moment, il n'avait été dit qu'il était malade. Le mode opératoire est à l'évidence le même. Exit Bamba Vamoussa. C'est encore Alassane Ouattara, devenu gouverneur en titre de la BCEAO, qui conduit les funérailles du neveu après avoir pris la place de l'oncle. Voici désormais Alassane Dramane Ouattara, seul sur le bateau Dominique Foloro, avec la banque en prime. Et de surcroît, Dominique a trouvé enfin le partenaire, le tocard idéal. Le président Félix Houphouët-Boigny. La rencontre de Dominique Foloro avec le président Félix Houphouët-Boigny produit un choc électrique chez le vieux, qui en devient amoureux au-delà de toute raison. Tout le monde à Abidjan et à Paris le savait, même si aujourd'hui chacun fait semblant de l'ignorer par opportunisme ou par couardise. Dominique Foloro a fait probablement d'Alassane Ouattara Dramane le nouveau gouverneur de la BCEAO à Dakar, mais par la suite, elle l'a sûrement fait premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Nous savons par l'habitude que lorsque Dominique Foloro a simultanément et publiquement deux hommes, il y en a un qui disparaît forcément de manière bizarre. Et voici notre vieux qui tombe malade. Jamais nous n'avons vu ça. À part ses yeux qui portaient les signes de la durée, Félix Houphouët-Boigny n'était jamais malade. Il se payait même le luxe de se faire examiner à l'hôpital des bien portants en Suisse. Et cela faisait sourire à l'époque. Mais cette fois-ci, le vieux tomba vraiment malade. Sérieusement, une vilaine prostate, tite. Quand il décide de se faire opérer par le professeur Bernard Debré à l'hôpital Cochin à Paris, il est déjà trop tard. Alassane Dramane Ouattara a déjà eu le temps et le loisir de lui ravir totalement Dominique, comme il l'a fait avec Abdoulaye Fadiga. Ce petit Mossi, qui n'a pas froid aux yeux, a osé demander la main de Dominique au vieux. Félix Houphouët-Boigny, grand seigneur, lui a répondu ce que tout le monde sait maintenant. Je te donne la femme, mais je garde la confidente. Il en a beaucoup souffert. Ceux qui réclament de Félix Houphouët-Boigny et de son parti devraient le savoir. Le vieux est mort à Paris. Dans un dernier geste d'impuissance, il a tout de suite eu le temps de dire à son médecin qu'il ne voulait pas des fleurs que Dominique et Alassane Dramane Ouattara lui avaient fait porter. Exit Félix Houphouët-Boigny. Georges Jenny Kobina, fondateur du RDR. Après la disparition du grand homme jeté par l'appareil du PDCI-RDA, Alassane Dramane Ouattara décide d'entrer véritablement en politique.
il trouve sur son chemin un homme étonnant, de dignité, de rectitude et d'honnêteté au milieu d'une mêlée confuse et dont le nom est Georges Jenny Kobina. Révolté par le système au fait et dépité par le rejet de la rénovation qu'il propose au PDCI, Jenny Kobina crée le RDR, Rassemblement des Républicains, qu'il met à la disposition de ce dangereux prédateur, Alassane Ouattara, et qu'il ne connaît pas. À l'époque, tout le monde se trompe avec Jenny et le résultat ne se fait pas attendre. Quand il s'aperçoit qu'il est le dindon de la farce, il est déjà trop tard. Le RDR est pris d'assaut par les djoulas et les musulmans qui tribalisent et fanatisent à outrance le mouvement. Cette tendance est amplifiée par une déclaration sibylline et vicieuse du type « On ne veut pas que je sois président dans ce pays parce que je suis musulman ». Le ver était dans le fruit. Mais l'auteur de cette phrase savait parfaitement ce qu'il faisait. Alassane Dramane Ouattara savait qu'il venait de semer les graines de la division et de la violence, persuadé d'être plus tard le bénéficiaire de cet éclat de voix. À l'évidence, Jenny Kobina s'était trompé en se réclamant d'Alassane Dramane Ouattara. Tous ceux qui n'étaient ni djoulas, ni musulmans, et qui avaient participé à la fondation du RDR, ont dû claquer la porte du parti parce qu'ils ne s'y sentaient plus à l'aise. Des comités tribalistes de sages se réunissaient dans les sous-sols de résidences luxueuses à la Riviera Golfe pour renforcer cette tendance régionaliste sous la férule du frère aîné d'Alassane Ouattara, Gawussou Ouattara. Un soir, je suis convoqué à la résidence de mon beau cousin, l'ingénieur Lassina Konaté, pour m'entendre dire des choses absolument choquantes et inacceptables. Il y avait là Gawussou Ouattara, le professeur Samba Diarra, le vieux Samassi de la zone 4, le doyen Birahim Ouattara, Issa Bamba, j'en passe et des meilleurs. Je me suis rendu compte par la suite que j'étais le sujet de la réunion par procuration. Le principal intéressé, Jenny Kobina, n'ayant pas été invité. Je me suis laissé dire des choses simples qui ne laissaient de place à aucune interprétation. Jenny est en train de vendre le parti et la lutte à Bédié. Adama Koulibaly, champion, nous a lâchés pour un poste de ministre chez Bédié. Nous ne voulons pas nous laisser surprendre par Bédié et par Jenny, pardon. Nous avons décidé de prendre les devants et de confier le parti à l'un des nôtres. Cette réunion est une réunion restreinte. Nous avons besoin de ta discrétion et de ton soutien. De la même manière qu'ils m'avaient convoqué, j'étais sûr de ne pas être le seul à subir leur pression. Ma réponse était aussi simple, mais plus directe que leurs propos séditieux. Non seulement je ne serai pas discret, mais je rendrai compte à Jenny parce que je sais pourquoi il a accepté l'invitation d'Awa Ngueta à se rendre à l'appel de Bédié. Jenny, en allant à Daokro, n'avait l'intention de négocier ni de marchander quoi que ce soit. Il n'attendait rien de cette visite, ni n'avait l'intention d'échanger quoi que ce soit. Et ces vieillards, soi-disant sages, le savaient parfaitement. Le problème était ailleurs. Jenny Kobina, à la tête du parti, alors qu'il n'était pas un homme du Nord, cela faisait désordre à leurs yeux. Et l'ordre venait forcément d'Alassane Ouattara. Pour la simple et bonne raison qu'aucun de ces vieux sages ne pouvait participer à une réunion de cette nature sans l'informer. Ceci expliquant cela, Jenny Kobina a vite fait de comprendre qu'Alassane Dramane Ouattara lui-même souhaitait son départ de la tête du parti.
Sa déprime a alors pris des allures monumentales. Sa déception l'a rongé à un point tel qu'il s'est confié à un jeune cadre nordiste du RDR avec lequel il avait une grande affinité de jumeaux, en des termes plus que désabusés. Je suis fatigué et j'attends Alassane pour lui remettre sa chose. 2 semaines plus tard, Jenny Kobina est trouvé mort au petit matin dans la chambre de son appartement de la Riviera Golf avec son portable à la main. La police qui a effectué le constat du décès au niveau le plus élevé de sa hiérarchie a emporté l'objet précieux. À qui la police a-t-elle remis le portable? À qui Jenny parlait quand il est mort ou à qui voulait-il parler? Qui a empêché que le contenu du portable soit révélé au public? Qui avait quelque chose à cacher? Certes, Jenny était gravement asthmatique, mais, excite, Jenny Kobina. Le professeur Guédé Guina, c'est la politique qui finit par conduire le professeur Guédé Guina, mon frère, dans le giron d'Alassane Draman Ouattara. Guina était un savant à la grande réputation, reconnu dans toutes les universités africaines, et un scientifique respecté pour ses titres universitaires et la qualité de ses travaux. C'est aussi un homme d'une grande fidélité, mais aussi d'une grande loyauté. Quand il nous quittait, notre amitié qui datait du temps de l'école primaire Santigi Sangaré d'Adjamé avait plus de 60 ans. Il admirait Ouattara qui semblait avoir à ses yeux le profil d'un homme moderne. C'est aussi ce que nous croyons tous à l'époque. Mais le professeur Guédé Guina ne tardera pas à se rendre compte que la réputation de l'homme était surfaite et qu'elle était assez proche même de l'imposture. Naturellement, cette découverte influe sur son attitude et leur relation se dégrade progressivement. Quand en 1999, le coup d'État d'Alassane Draman Ouattara contre Bédié se produit, Guédé Guina fait déjà figure de responsable de la première heure au RDR. Son militantisme ne souffre d'aucune contestation. Ses qualités personnelles et intellectuelles sont reconnues de tous. Mais le professeur faisait de l'ombre à son ombrageux patron, Alassane Draman Ouattara. Quand l'heure de la distribution des portefeuilles ministériels sonne, Guédé Guina n'est pas sur la liste du général Robert Guèye, qui donnait l'impression d'agir au nom d'Alassane Ouattara. Le poste de l'enseignant supérieur et de la recherche scientifique échappe au professeur Guédé Guina. Il avait toutes les qualités pour occuper ce département ministériel, sauf une. Il n'était pas originaire du Nord. En 2003, après les accords de Linas Marcoussi, ce poste-là, qui revenait encore au RDR, est attribué à un professeur de droit. Il échappe une fois au professeur Guédé Guina. La frustration commence à faire son effet. Le professeur Guédé Guinan commence sa descente aux enfers. Le stress l'envahit. Il est souvent malade, mais personne ne le remarque. Il n'est pas du Nord. Qui est là pour le plaindre? Personne. Il se tait, fait le dos rond, ronge son frein et attend une autre occasion qui finit par arriver. Après les accords de Ouagadougou, le poste revient encore une fois au RDR et à Alassane Draman Ouattara. Cette fois semble être la bonne, mais à la surprise générale, le professeur Guédé Guina est blackboulé. Sa décision est prise. Il n'exigera plus rien. Mais l'injustice est trop lourde pour lui et pour ses proches. L'homme est de plus en plus malade. Mais sa loyauté le pousse à toujours soutenir son candidat, Alassane Draman Ouattara, dans la ville de Daloa, dans le centre-ouest. Il ne supportera pas la dureté de l'épreuve physique de son
de l'organisation du meeting de son champion Alassane Dramane Ouattara dans cette ville. Il meurt le lendemain du rassemblement, emporté par une péritonite dont il a retardé l'opération pour recevoir Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara a eu tellement mauvaise conscience, une fois n'est pas coutume, qu'il s'est cru obligé de nommer le frère cadet du professeur Daré Babou à un obscur poste de ministre des anciens combattants. Excite professeur Guédé Guinan. Boubacar Diaby Ouattara, le personnage dont la mort n'est pas du tout un mystère, est l'ancien secrétaire général pour la coalition mondiale pour l'Afrique, filiale de la Banque mondiale, Boubacar Diaby Ouattara. C'était une personne exceptionnelle en tout point de vue. Pour simplifier sa présentation posthume, il me suffit de dire 3 ou 4 choses. Il possédait un diplôme de HEC, Hautes études commerciales, de Paris, un diplôme d'économie de l'Université de Harvard aux États-Unis, où il avait enseigné l'économie pendant plusieurs années avant d'assurer les fonctions de directeur général adjoint de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, à Genève, en Suisse. Bob, c'était son surnom pour les intimes. A occupé par la suite les fonctions du directeur général adjoint de la BIAO à Abidjan avant d'être sollicité par le président Félix Houphouët-Boigny pour porter la CEDEAO sur les fonds baptismaux. C'est donc un Ivoirien qui crée la CEDEAO dont le siège est établi à Lagos, au Nigeria, et les services techniques à Lomé, au Togo. L'homme a des liens d'amitié très forts avec Bédié depuis de longues années. Et en 1993, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, le nouveau chef de l'État lui propose de devenir son premier ministre. Il décline l'offre et propose à son ami président de prendre le poste après les élections de 1995. Il voulait honorer totalement ses engagements à la Banque mondiale avant de prendre fonction. Ça pouvait servir. Avant de s'envoler pour Washington, il a pris contact avec Laurent Gbagbo, qu'il connaissait bien et qu'il appréciait beaucoup, parce qu'il voulait à son retour instituer et promouvoir une démocratie apaisée dans son pays. Boubacar Diaby Ouattara ne reviendra jamais parce que Alassane Dramane Ouattara, qui était en embuscade pour l'avenir, ne pouvait accepter qu'un personnage aussi brillant prenne sa place et mette fin à ses rêves mégalomaniaques. Alassane Dramane Ouattara le connaît trop bien. Ils sont tous les deux cousins par alliance, mais n'ont aucun lien de sang. Déjà à son retour de la CEDEAO, Félix Houphouët-Boigny promet à Boubacar Diaby Ouattara le poste de ministre de l'économie et des finances. Mais Dominique, qui était déjà à la manœuvre chez le vieux, brouille les pistes et met fin à ce projet. Mais le cousin par alliance reste toujours pour son mari un danger pour plus tard. Un Ouattara peut en cacher un autre. Il faut à tout prix empêcher Boubacar Diaby Ouattara d'accéder à ce poste auprès de Bédié pour lui enlever toute chance de monter plus haut un jour. Mais le vieux n'est plus là et Bédié est autonome. Dominique Foloro ne manque ni d'imagination, ni de ressources, ni de pratique pour régler ce genre de problème. Mon ami Bob n'a jamais plus cessé de se plaindre d'un mal pernicieux dont les symptômes étaient semblables à ceux du paludisme. Tous les médecins américains et ivoiriens se trompaient. En réalité, on avait créé un énorme problème dans le tube digestif de Boubacar et la maladie était incurable. On l'a découvert trop tard. Quand je prends l'avion pour Washington en octobre 1994, pour voir mon ami et mon frère malades, il se produit une chose bien curieuse. Boubacar Diaby Ouattara me tient un discours bizarre.
je sais que tu vas voir Alassane. Je t'en supplie. Ne lui dis pas où je suis. Je lui ai répondu qu'il m'était impossible d'agir de la sorte parce que je n'étais pas assez familier avec Alassane Draman Ouattara pour lui mentir. Pourquoi diable Bob avait-il si peur qu'Alassane découvre la clinique qui l'hébergeait? À mon insu, Alassane Draman Ouattara est allé rendre visite à Bob. Il a trouvé Constance, son épouse, dans la chambre de son mari malade. Bob, qui était parfaitement lucide, a remis une lettre fermée à son épouse. Pour moi, Bob, que j'ai appelé, dès mon retour à Abidjan, m'a informé de l'arrivée prochaine de cette lettre, mais m'avait indiqué que Alassane Draman Ouattara, qui rentrait plus tôt que Constance à Abidjan, s'était proposé de m'apporter ce courrier qui semblait brusquement urgent et important. Alassane Draman Ouattara ne me remettra jamais cette lettre. Je ne saurais donc jamais ce que mon ami et mon frère Bob a voulu me dire avant sa mort. Exit Boubacar Diaby Ouattara. Florence Houphouët-Boigny Souban. Le président Félix Houphouët-Boigny a payé un très lourd tribut à Alassane Draman Ouattara et à Dominique Foloro dans leur course folle vers le pouvoir. Non seulement l'ingrat l'a privé d'une grande relation affective en détournant de lui et en épousant Dominique Foloro, mais plus, Alassane Draman Ouattara a lâchement laissé mourir sa fille, Florence Souban, sans compter l'énorme deuil dans lequel il a plongé le pays qui lui était si cher. L'histoire de la mort de la petite Florence est symptomatique de l'attitude quotidienne d'Alassane Draman Ouattara dans son rapport à la société et aux gens. Aucune promesse ne révèle la moindre importance à ses yeux. Et quand la misère humaine arrive, il fuit ses responsabilités. La très discrète et très respectable Henriette Duvignac, mère de la fille de Félix Houphouët-Boigny, Florence Houphouët-Boigny, sollicite l'aide financière et matérielle du président de la République, Laurent Gbagbo, pour sa fille dont l'état nécessite des soins urgents de santé et peut-être même une évacuation sanitaire. Comme on le connaît, la réponse du chef de l'État a été positive et sa réaction immédiate. L'ordre de régler le problème a même été assorti d'une possibilité d'affrètement d'un avion spécial, médicalisé si nécessaire, sans compter les frais liés à un tel séjour. Laurent Gbagbo, c'est aussi cela. Ayant appris par la bande cet acte de générosité tout à fait ordinaire chez le président au grand cœur, Alassane Draman Ouattara a immédiatement convoqué la mère de Florence pour lui signifier son mécontentement d'avoir effectué cette demande auprès de Laurent Gbagbo. Il trouvait cette démarche d'autant plus choquante que Laurent Gbagbo était à ses yeux l'ennemi de Houphouët-Boigny. A contrario, lui, Alassane Ouattara, était le fils bien-aimé de l'illustre disparu. Il ne pouvait pas comprendre qu'elle ne le sollicitât pas avant de penser au président Laurent Gbagbo, qui n'a aucun lien avec Florence. Ordre a été donné à Madame Henriette Duvignac de rendre au président Gbagbo sa promesse. Alassane Ouattara prendra ses responsabilités pour sauver sa sœur Florence, jetant ainsi Madame Duvignac dans un tragique embarras vis-à-vis de son généreux bienfaiteur. Son choix a été de ne plus retourner voir le président Laurent Gbagbo. Une fois sorti de chez Alassane Draman Ouattara et Dominique Foloro, Madame Duvignac n'a plus jamais reçu de nouvelles du couple opportuniste. Alassane et Dominique n'ont plus jamais pris aucun de ses appels téléphoniques, y compris ceux des moments de grande urgence et de grande détresse. Quelques semaines après cette fanfaronnade d'Alassane Draman Ouattara et de Dominique Foloro, la petite Florence Houphouët-Boigny Souban est décédée sans avoir pu recevoir le moindre début
de soins. Exit Florence Oufé Boigny Souma. Le général de brigade Robert Guéhi, chef de la junte et chef de la transition militaire en 1999. La mort du général Guéhi Robert est un cas d'école dans le monde alambiqué de la diplomatie et de la politique. Les choses commencent toujours par un serment d'amitié, mais les pensées, les intentions, les plans ne sont jamais les mêmes. Quand Alassane Dramane Ouattara recherche l'amitié et même l'intimité du grand soldat, c'est pour se servir de lui dans un avenir plus ou moins proche. Il multipliera des signes de familiarité et investira toute son énergie pour conquérir l'estime du général Robert Guéhi. En un jour de 1999, des soldats d'Alassane poussent à la mutinerie, jouent parfaitement leur partition dans le programme séditieux qu'il a contacté pour renverser Bédié, comme il l'avait annoncé. Deux officiers généraux, Abdoulaye Koulibaly et Lassana Palamfo, repoussent tour à tour la présidence de la République et la responsabilité du putsch. J'imagine mal qu'ils aient pu dire, non sans prendre l'avis de leur mentor, Alassane Dramane Ouattara. Ces deux généraux qui sont du Nord lui étaient trop proches pour ne pas diriger les soupçons et les regards vers le commanditaire du coup d'État qu'il était. C'est donc tout naturellement que les jeunes gens d'Alassane Ouattara se tournent vers le général Robert Guéhi, dont le nom leur a été suggéré par Alassane Dramane Ouattara lui-même. Le général qui coulait des jours paisibles dans son village de Kabakouba et qui ignorait tout du projet du coup d'État, se plie aux injonctions de ses subordonnés et se rend à Abidjan. Mais tous les esprits avertis ont immédiatement compris que quelqu'un derrière les jeunes mutins tirait les ficelles. C'est forcément cette personne qui a amené le général Robert Guéhi à accepter la responsabilité de conduire le putsch et la transition. Pour lui, pour qui connaît le général Robert Guéhi, aucun soldat au monde n'aurait pu l'amener à obéir à une injonction de cette nature. Le 24 décembre 1999, nous sommes rentrés dans un jeu de rôle dont le marionnettiste Alassane Ouattara s'était véritablement surpassé, au point que, quand il rentre de Paris, où il s'était planqué comme d'habitude, il offre le champagne à tous les passagers du vol d'Air France, au nom du futur président de la République de Côte d'Ivoire qu'il était. Première vexation faite au général de brigade qui passait en ce moment-là pour un petit gardien provisoire du trône réservé à Alassane Dramane Ouattara. Le général envoie son colonel Doué Mathias démentir la prétention de l'ambitieux Petit Mossi. Pendant que le pays essaie de retrouver son souffle et digérer le coup d'État, une sourde bataille psychologique aux multiples facettes s'engage entre le général ivoirien et le déjà usurpateur burkinabé Alassane Dramane Ouattara. De défis en mépris et de vexations en gifles psychologiques, Alassane Dramane Ouattara, qui sous-estime le général, qu'il prend pour une bidasse, finit par braquer définitivement son ami Bob. Le généralissime réagit aux basses manœuvres d'Alassane Dramane Ouattara en lui envoyant des messages assortis d'ordres fermes de limitation de ses déplacements à l'espace restreint de son palais de Blockhouse. Laurent Gbagbo, qui prépare activement et intelligemment son élection, est totalement absent de toutes ces manœuvres. Quand le général Robert Guéhi finit sa tournée des conjonctions de coordination qui a abouti au référendum sur la constitution du 1er août 2000, Alassane Dramane Ouattara est déjà hors course. L'arrêt de la Cour suprême de Tiakoné lui donne l'estocade de sa disqualification pour les élections de 2000,
qui sont remportés par Laurent Gbagbo. Plus tard, et après 1000 péripéties scrabreuses, le général Robert Gueye, son épouse Rose Doudou et son aide de camp, le capitaine Fabien Koulibaly, sont retrouvés morts. Les avis divergent sur les lieux de leur traque. Les juristes expliquent que dans une affaire de meurtre, deux choses sont essentielles, le corps de la victime et le mobile. Pour le premier élément, nous avons été servis. Pour le second, tous les regards se sont tournés vers Alassane Dramane Ouattara. Question subsidiaire de toute la classe politique ivoirienne qui avait suffisamment de raisons pour tuer le général Robert Gueye et pousser la reine jusqu'à éliminer sa pauvre épouse. Voici pour le mobile. Maintenant, c'est vous qui voyez. Exit. Général Robert Gueye. Le ministre Bala Keïta. La crise consécutive au coup d'État du 19 septembre 2002 a provoqué un désordre tel que la Côte d'Ivoire s'est mise brusquement à marcher sur la tête. Des hommes apparemment raisonnables se sont mis à vouloir avoir des ambitions dantesques. D'autres ont basculé dans des alliances politiques contre nature. Certains, enfin, ont étonné le monde en faisant allégeance au nouveau leader propulsé au devant de la scène par le coup d'État. C'était le cas de mon frère Bala Keïta, qui s'est jeté pieds et poings liés dans les bras et dans le parti du général Robert Gueye, UDPCI. Vous comprendrez aisément aujourd'hui que le bâton qui a frappé le général Robert Gueye est le même qui frappe le ministre Bala Keïta en 2000. À 2000 km de chez lui, à Ouagadougou. Les rapports de Bala Keïta avec Alassane Dramane Ouattara sont mauvais dès le départ. Investi Premier ministre de la République en 1990, Alassane tente de renvoyer Bala Keïta du gouvernement. Avec l'appui de Félix Houphouët-Boigny, son grand protecteur, Bala fait de la résistance en acceptant à contre-cœur un poste sans contenu réel de ministre délégué à la présidente de la République. C'est l'humiliation pour le zélateur du nanaïsme. Entendez, Nana Houphouët-Boigny. Bala, c'est que sa trop forte personnalité dérange. Il en use et en abuse. Il multiplie les petits et les grands défis à Alassane Dramane Ouattara. Les rancœurs s'accumulent chez le Premier ministre jusqu'au jour où Alassane réussit à les conduire du gouvernement. Les rancœurs changent alors de camp et Bala Keïta rumine sa revanche jusqu'au jour où l'occasion lui est donnée de faire allégeance au général Robert Gueye, chef de la junte militaire. Il met sa grande expérience syndicale et politique à la disposition du général Robert Gueye, qui lui demande de créer pour lui un parti politique. Parallèlement aux initiatives du général, les hommes d'Alassane Dramane Ouattara, avec la complicité et l'appui financier du président du Faso, Blaise Compaoré prépare un coup d'État contre le pouvoir légal et légitime de Laurent Gbagbo. Blaise Compaoré fournit la base arrière, l'argent et les armes, le gîte et le couvert aux hommes d'Alassane Dramane Ouattara. Plan diabolique, serment coranique, conciliabule, partage du pouvoir. Bala Keïta y représente l'UDPCI. Deux groupes s'affrontent, les Ado Boys qui tiennent la branche militaire et les Gay Boys qui sont plutôt politiques avec Bala Keïta à leur tête. Les uns exigent que le pouvoir soit remis à Alassane Dramane Ouattara après la chute de Laurent Gbagbo, tandis que le choix des autres se porte sur le patron de l'UDPCI, le général Robert Gueye. Les délibérations étaient secrètes et peu de gens savaient que Bala Keïta était à Ouagadougou. Et pourquoi il s'y trouvait? Son assassinat dans la luxueuse villa qu'il occupait
dans le périmètre présidentiel de Ouagadougou surprend le monde et probablement sa propre famille. Des détails sordides sont fournis par les meurtriers et leurs commanditaires pour donner un caractère malsain et crapuleux à l'affaire, pour mieux salir la mémoire du défunt, mais surtout pour détourner l'attention des observateurs de l'opération qui était en préparation. En fait, Bala Keïta avait dit son désaccord à ses partenaires sur le choix de celui à qui le pouvoir devrait être remis. Sa préférence était au général Robert Gueye. Il tempête et en fait une question de principe. Il claque la porte de la réunion en menaçant de rendre compte à Blaise Compaoré. Le président du Faso le reçoit et le rassure. À l'évidence, Bala Keïta ignorait que le président du Faso était le chef du complot pro-Ouattara. Dans la journée du 2 août 2002, cet homme remarquable est retrouvé mort, gisant dans le sang, massacré à l'arme blanche. Bala Keïta a été la première victime de la rébellion d'Alassane Dramane Ouattara et le premier mort d'une longue liste de gens sacrifiés sur l'autel de l'ambition démesurée d'un homme qui a cassé notre pays. Exit Bala Keïta. Il y a un épilogue. Toutes ces situations vous paraîtraient dures, inhumaines, choquantes, lors du temps et peut-être même insupportables. Cependant, elles sont vraies. Il faut que les choses là soient dites une fois pour toutes pour que la vérité soit sûre et que les mensonges, les manipulations et les crimes d'Alassane Dramane Ouattara et de Dominique Foloro cessent. Ce pays a trop souffert à cause d'un seul homme. Il ne reste plus aux enfants de ce pays qu'une seule ressource, se tourner vers le Seigneur, dont on lui dit qu'il avait béni leur terre, les mains ouvertes et dressées vers son sanctuaire. Ici, Ben Soumaoro nous laisse un verset tiré du livre de Pierre dans chapitre 5, versets 8, 9, 10. Allez le lire. Je vous lis pratiquement le verset, le verset 8. Soyez bénis et veillez, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mamadou Ben Soumaoro, député indépendant. Les amis, je viens de faire 48 minutes de lecture de ce que celui que j'ai toujours appelé mon père avait laissé et que nous avions repris dans le temps dans notre journal Lynx Togo Info. Chers Ivoiriens, je suis Camus Sali, journaliste à Lynx Togo Info. Je ne dirai pas au public ivoirien ce que j'ai dû endurer avec la famille Ouattara. Tout de même, j'ai voulu vous dire et prendre à témoin beaucoup d'Africains qui ont connu cette histoire, que l'un des journalistes que la famille Ouattara a traqué en Europe était bien Camus Sali. En effet, son avocat du côté de Paris avait lancé des menaces, m'avait écrit des lettres afin que je puisse rentrer en contact avec elle pour que nous trouvions une solution, afin que je n'écrive plus jamais sur son client. Le non catégorique lui avait été imposé. Ensuite, elle va trouver la formule de prendre un cabinet d'avocats du côté de la ville de Düsseldorf en Allemagne. Ces derniers me menaceront de payer au couple Alassane Ouattara 15 000 € par jour
Si je ne trouvais pas une formule afin que nous trouvions une solution, afin que je n'écrive plus jamais sur ce couple. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire de soutenir Johnny Pacheco. Si la Côte d'Ivoire tombe, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui tombe. Si l'Afrique de l'Ouest tombe dans les escarcelles des étrangers, je veux dire des Libanais, des Marocains, des Blancs, si vous voulez, c'est toute l'Afrique. Parce que déjà au Togo, nous en souffrons des mêmes gens. Les mêmes gens sont déjà sur la côte ouest africaine. La Côte d'Ivoire, pays moteur, si le moteur cesse de fonctionner, souffrez que je vous dise que c'est les enfants de l'Afrique qui retourneront en esclavage. Bonne journée de Djouma pour les musulmans. Paix chez vous. Soyez forts. Nous gagnerons cette lutte ensemble. Kamisali.